Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à tous les sautiteurs. Les sautiteurs. Les sautiteurs. Alors il faut quand même que je vous raconte que juste avant on était en train de parler schnorr. Je dis, ce petit béloup t'as bien lâché Cayenne là. Et là d'un seul coup c'est les sautiteurs. On est parti du côté de l'Alsace. Oui, c'est Est Radio. Après non, Radio, Est Radio et surtout Sud Radio. Vous l'avez compris, on est de nouveau très heureux d'être en votre compagnie avec un joli programme l'ami Jean-Luc. Oui, on commencera par, alors est-ce que rouler à l'éthanol sans homologation, c'est-à-dire sans boîtier ou avec un boîtier pas homologué ou avec une reprogrammation ou carrément sans rien, est-ce que ça craint pour le contrôle technique? L'ami Jean-Luc aura essayé une 2 chevaux. Non, ce n'est pas une nouvelle voiture, mais électrique. Une du rétrofit. Alors une seule question, hérésie ou seconde vie? Ou petit plaisir, on verra avec vous d'ici quelques instants. Évidemment, l'émission est la vôtre, 0826 300 300. Vous nous retrouvez en direct pour poser toutes vos questions à l'ami Jean-Luc ou par mail, je participe @sudradio.fr. Et dans cette chronique que j'aime particulièrement, lorsqu'on parle d'anciennes, il va y avoir un grand événement dont on va parler aujourd'hui avec une école. On parlera des 3 heures du Garac. Qu'est-ce que le Garac? On expliquera tout à l'heure ce que c'est que le Garac parce que c'est un peu long, mais c'est juste à côté de chez moi. C'est des gens fabuleux. Et la semaine prochaine, samedi prochain, pour tous ceux qui sont un peu dans le coin. Alors, il y a déjà beaucoup de monde d'inscrits. Nord-Île-de-France, on va dire. Nord-Île-de-France. C'est à Argenteuil. Voilà, c'est ça. Pour tout dire, il y a une expo de voitures. Je crois que l'année dernière, il me semble qu'il y avait plus de 1000 voitures. Ouais, c'est cool. T'habites dans le 9-3, toi? J'habite en fait de chez moi, je peux y aller en roue libre. Oui, c'est cool. Parce que j'habite ça. en haut de la côte. Allez, on vous attend également et bonjour déjà à tous ceux qui sont avec nous sur la page Sud Radio Facebook. Évidemment, vous nous retrouvez. On est ravis d'être en votre compagnie. C'est parti, on parle auto avec vous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et nous accueillons tout de suite Geoffrey Michalak, qui est le directeur technique de SGS. Ce sont les réseaux Sécurité Est, Autosécurité. Bonjour Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, alors Laurence, avec le renchérissement du prix des carburants, ça ne vous concerne pas parce que vous avez un diesel, mais... Non, vous n'en avez plus. Non, vous en avez plus, c'est vrai. Non, moi je suis en thermique, je reste en thermique, elle est toute essence. Alors beaucoup d'automobilistes font le choix de mettre du superéthanol E85, alors il y en a qui font de la reprogrammation, il y en a qui ont des boîtiers un petit peu fantaisistes, il y en a qui n'ont pas de boîtier du tout. D'accord. Donc on peut se poser une question légitime, si j'ai roulé comme ça et que je vais au contrôle technique, est-ce que j'ai un risque d'être recalé, Geoffrey? Alors, on commence par le premier cas. J'ai une voiture standard, donc qui n'est pas prévue à l'origine pour rouler au superéthanol E85. J'arrive au contrôle technique, j'ai de l'éthanol dans mon réservoir. Elle est plus sous garantie, tout ça. Oui, évidemment. Alors, je vais quand même préciser une chose. Voilà, c'est que sur la carte grise, vous avez l'énergie qui est indiquée. Oui. Et si le véhicule avec lequel vous roulez ne correspond pas à l'énergie qui est sur la carte grise, en clair, vous avez une voiture essence et vous roulez au superéthanol, vous avez un gros carton et on se rend compte que vous avez un plein de superéthanol dans le réservoir, votre assureur va certainement dire, écoutez, on n'a pas assuré ce véhicule-là. Voilà, ça c'est le premier risque qu'il faut vraiment avoir en tête quand on met du superéthanol dans un véhicule essence standard. Après, est-ce qu'on peut être recalé au contrôle technique, Geoffrey? Est-ce que vous pouvez le détecter? Geoffrey a disparu. Oui. Il est tombé dans la bouteille d'alcool. Oh non. Quoique midi, c'est l'heure de l'apéro. Et je suis là. Vous m'entendez? Oui, Geoffrey. Donc lorsqu'on met du superéthanol dans un véhicule essence normal, en général, ce qui se produit au bout de quelques kilomètres ou centaines de kilomètres, c'est que vous avez votre voyant OBD, le voyant de diagnostic moteur, qui s'allume. Et si vous vous présentez au contrôle technique avec ce voyant allumé, là ce sera effectivement une contre-visite. Donc en principe, on ne peut pas circuler avec un véhicule essence standard avec du superéthanol pour ce motif, et donc ça ne passera pas au contrôle technique. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut éteindre ce voyant en remettant de l'essence normale, du super ? Oui, en remettant du super normal, au bout de nouveau quelques kilomètres, voire 100 ou 200 kilomètres, le voyant devrait en principe s'éteindre. La défaillance va rester dans l'ordinateur, enregistrée dans l'ordinateur de bord, mais en tout cas le voyant s'éteindra
et tout rentrera dans l'ordre. Alors, il y a une question de Stéphane qui est très bonne, là. Il dit, Ouais. il y a de l'éthanol dans toutes les essences. Donc, Oui, non, mais quoi on qu'il est en d'accord, soit, mais là on parle du superéthanol E85, donc avec un pourcentage d'éthanol fort. qui est très élevé. D'accord. Évidemment, pour du E10, ça va pas s'allumer. Les voitures sont prévues pour ça, et celles qui sont pas prévues pour ça peuvent rouler avec du super samplon 98, qui ne contient pas d'éthanol pur, mais de l'éthanol transformé à hauteur de 5%. D'accord, voilà. Tout est dit. Interrogation écrite à la fin de l'émission. Exactement. Geoffrey, est-ce que vous vérifiez des paramètres à partir de l'OBD, par exemple? Il y en a qui font des reprogrammations pour pouvoir rouler à l'éthanol. Petite parenthèse, encore un coup, il y a des gens peu scrupuleux qui, comme reprogrammation, vous font simplement l'extinction du voyant d'alerte. Ça, c'est de la super reprogrammation. Là, effectivement, ça s'allumera pas, et c'est pas pour ça que ça marchera mieux. Oh là là. Donc, vous n'aurez plus le voyant, le fameux OBD, voyant, ouais. le voyant qui va s'afficher au tableau de bord. Ça Ne s'appelle les s'affichera escrocs. plus. Ok. Oui, ça s'appelle les escrocs. Il y en a qui téléchargent des programmes qui sont faits en Chine aussi, qui n'ont rien d'adaptation à l'éthanol. Donc, méfiance sur la reprogrammation. Et est-ce qu'une reprogrammation, Geoffrey, on peut le détecter, par exemple, avec le contrôle pollution? Geoffrey Oui. Dans certains cas, si effectivement la reprogrammation a pour conséquence de changer les émissions polluantes à l'échappement, oui, dans ce cas-là, ça va être détecté lors du contrôle technique. Maintenant, le contrôle technique est là pour vérifier, encore une fois, les niveaux d'émission des véhicules. C'est pas là pour détecter précisément les reprogrammations, mais certaines reprogrammations, d'autant plus si elles sont, entre guillemets, mal faites, oui, vont pouvoir être détectés au contrôle technique. D'accord. Alors, il y a des pays quand même qui contrôlent ça. En Allemagne, par exemple, on contrôle que vous avez bien le logiciel adapté à votre véhicule dans la voiture. On vérifie effectivement par la prise diagnostique du véhicule, on vérifie que les versions de logiciels installées dans les différents calculateurs du véhicule sont bien celles validées par le constructeur et celles qui sont à jour. C'est ce qui, c'est une nouveauté qui a été mise en place suite au Dieselgate il y a quelques années pour vérifier que les véhicules avaient bien la dernière version du logiciel, celle qui prévoyait donc que les NOx soient correctement retraités par le système antipollution du véhicule. Est-ce que je peux me refaire recaler au contrôle technique avec ces histoires d'éthanol si, Est-ce que le contrôle... Oui, et par la pollution, Ouais. on a dit que si Ouais. effectivement... Mais il n'y a que ça en fait. Oui, on va pas vérifier. Voilà. Ils vont pas goûter Non, l'essence c'est que ça. vous avez dans le Ils ne réservoir. vont pas me dire vous n'avez pas le droit de rouler parce que normalement, voilà, c'est ça. Ok. Geoffrey, l'Allemagne qui contrôle effectivement les versions de programmation du moteur, est-ce que ça, avec l'uniformisation des réglementations européennes, est-ce que ça a des chances d'arriver en France ? Effectivement, ça fait partie des sujets qui sont en cours de discussion. Pour ne rien vous cacher, la directive européenne du contrôle technique est en cours de discussion et sera mise à jour l'année prochaine, en 2023, avec une mise en application probablement à peu près 3 ou 4 ans après. Et donc, il est possible que ça devienne effectivement dans la norme européenne de vérifier ces versions de logiciels. D'accord, donc ça veut dire que tous ceux qui ont des reprogrammations, que ce soit essence, diesel ou n'importe quoi, ceux-là seront recalés au contrôle technique. Ça pourra donner l'objet d'une défaillance qui recalera au contrôle technique. Effectivement, ce serait envisageable. Bon, il y en a certains qui doivent être en train de serrer les fesses, qui écoutent l'émission. Alors sinon, ceux qui installent des boîtiers un peu fantoches au contrôle technique, ça donne quoi ? Alors pour les boîtiers, en particulier les boîtiers E85, donc super éthanol, nous en fait on vérifie lors du contrôle technique que le boîtier est conforme, qu'il est homologué. On vérifie, on va dire la paperasse, la partie administrative. On vérifie que c'est bien un boîtier homologué. Ensuite, la personne a la possibilité de mettre à jour son certificat d'immatriculation pour bien prévoir la bonne énergie. Mais en tout cas, même si son certificat d'immatriculation n'est pas à jour lors du contrôle technique, tant qu'il a la documentation de son boîtier qui est homologué, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. D'accord, veut et dire les quoi ? boîtiers non homologués, ça veut dire, Laurence, que quand je on fait change, par installer exemple, un je boîtier, fais il faut refaire faire la la carte carte grise. grise, voilà, Parce que c'est si ça. vous vendez la voiture Eh ben après ouais. et que Même vous pour n'avez pas fait l'assurance, faire pour la le coup. carte grise et que vous n'avez plus les papiers d'homologation du boîtier, celui d'après, il sera recalé au contrôle D'accord, et technique. puis même pour l'assurance, du coup, comme ça, si Et- j'ai et un même pour accident. l'assurance, il vaut- en fait, il sur vaut la mieux le carte faire. grise, il y a bien marqué éthanol Oui, c'est ça. Et essence. Et essence, Voilà, ok. exactement. C'est bien, c'est clair. Voilà. Voilà. Geoffrey, et un boîtier pas homologué,
et un boîtier pas homologué, ça ne passe pas au contrôle technique. Si on détecte que le véhicule est équipé d'un boîtier et qu'on n'a pas son homologation, dans ce cas-là, il y aura effectivement une défaillance et ce sera mis en contre-visite au contrôle technique. Ouais, alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On démonte et puis on revient avec le boîtier démonté. Enfin, c'est pas si évident que ça. Oui, mais c'est ça la solution, parce qu'en général, quand le boîtier n'est pas homologué, on va pas réussir à le faire homologuer. Soit c'était un boîtier homologué dès le départ, il n'y a pas de souci. Donc en général, oui, il faut démonter le boîtier. Dernière question, Mister Geoffrey Michalak, vous qui êtes directeur technique de SGS, Réseau Sécurité Est et Autosécurité, est-ce que du coup ces contrôles techniques-là vous prennent plus de temps sur ce type de véhicule ou pas du tout? Superéthanol, non. Les véhicules un peu spécifiques qui prennent plus de temps, ce sont les véhicules au gaz, donc les véhicules GPL ou au gaz naturel, mais surtout GPL. Et puis ensuite, on a également sur les véhicules électriques, on a quelques points de contrôle complémentaires à réaliser. Bon, merci Geoffrey. On a fait le tour, hein. C'était bien précis. C'était Bravo. clair. Ah, c'était clair. Bon. Ah non, mais là, messieurs, 20 sur 20. Merci Geoffrey. On vous embrasse. Passez un bon week-end, Geoffrey. Bon week-end. Geoffrey Michalak, directeur technique de SGS, Réseau Sécurité Est, Autosécurité. Et comme d'ailleurs sur tous les contrôles techniques, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Et pensez à mettre votre téléphone qu'on puisse S'il vous vous plaît, rappeler. Hein, voilà, vous mettez bien On parle auto dans le corps, dans l'objet, vos coordonnées, votre question et votre numéro de téléphone. D'ailleurs, dans quelques instants, c'est votre rendez-vous. La première question des auditeurs, c'est-à-dire de vous qui nous écoutez, eh bien, c'est dans quelques instants sur Sud Radio. Et puis, merci à Didier sur Facebook qui dit Laurence, Argenteuil, c'est dans le 95. Mais à culpa. J'ai dit 93, pardon. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et encore un petit peu de patience pour découvrir ce que pense notre ami, l'ami Jean-Luc de la fameuse 2 chevaux rétrofit électrique, puisque c'est l'essai de la semaine. Mais pour l'instant, place à vous qui avez des questions à poser au 0826 300 300. Par exemple, vous pouvez le faire dès maintenant pour être intégré dans cette émission aujourd'hui. Allez-y, c'est notre standard qui vous accueille. On va accueillir d'ailleurs celui qui a une question à nous poser, c'est Yves qui nous rejoint sur Sud Radio. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez plein de questions à poser, il paraît. Ouais. Alors allez-y. Vous appelez d'où d'abord? De Brest. Ah ok, ça on sait que c'est en Bretagne. Ouais. Finistère. Il fait quel temps, tiens, à Brest? 29. Là, il fait beau. Ah bon, ça va. Il y a un peu de vent, mais il fait beau. C'est supportable la chaleur. Oui, alors que nous, on va avoir chaud aujourd'hui. Ouais. Bon, on vous écoute. On vous écoute. Yves. Sur la météo, sur Sud Radio. Lorsqu'on perd un point, on nous dit qu'on peut le récupérer au bout de 6 mois. Mais quand on compte en jours, c'est des mois de 30 jours, 31 jours, 28 jours. Alors, le législateur a été moins précis que votre question. Ah oui. Parce que pareil, hein, si vous écopez d'1 an de prison ou 2 ans de prison, voyez. Est-ce que c'est 365 s'il y a une année jours, bissextile, vous allez dire, ah, mais je fais une journée de plus, c'est pas juste. Alors non, c'est en fait calendaire. C'est-à-dire c'est de date à date. Voilà. Ah d'accord, ok. Vous faites piquer un point le 10 décembre, et ben 14 vous mai, comptez par 3 exemple, mois, alors décembre, janvier, février, le 10 mars, vous récupérez votre point. C'est comme ça qu'on compte. 6 mois. 6 mois, pardon. Pourquoi je lui disais 3 mois? Parce que vous êtes impatient. J'ai anticipé. Parce que vous êtes impatient. C'est 6 mois, c'est 6 mois à date, en fait. Donc c'est calendaire. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas juste, parce que celui qui se fait piquer un point en juillet, par exemple, juillet 31 jours, ou 31 jours, etc., par rapport à celui qui se fait piquer un point début février, où il y a que 28 jours. On va pas chipoter. Bon, voilà. Alors, on va pas chipoter. Si, parce que pour ceux qui roulent beaucoup... D'accord. Oui, non, mais en fait... Hier, j'ai passé devant 21 radars. Avant-hier, j'ai passé devant 18 radars. Vous en avez allumé combien? C'est ça la question. Mais vous les avez comptés? En plus... Là, j'ai commencé, je me suis amusé à les compter parce que je me disais que ça faisait quand même beaucoup. Et là, j'en ai compté 21 hier et 18 avant-hier. Et sur quelle route? En Bretagne, il y en a, il y en a pas mal. D'où à où? Sur les voies rapides, il y en a beaucoup. De Strasbourg à Brest. Ah oui, vous avez traversé la France. Traversé la France, effectivement. Enfin, 21. Alors, sur la Nationale 4, entre autres.
Ah, ok. Petit truc quand même, pour ceux qui nous écoutent, on vous dit c'est 6 mois, mais si vous deviez récupérer un point dans 10 jours ou 15 jours et que vous êtes verbalisé, C'est mort. non, Ah, justement, quand même. vous faites durer un petit peu, alors vous risquez de payer plus cher, mais ça vaut le coup parfois, sinon D'accord. vous allez attendre 3 ans pour récupérer le Parce deuxième qu'on a point que vous avez 45 perdu. jours, on a 15 jours pour payer quand Oui, c'est voilà. quand c'est pas Minoré. minoré. Après, on peut avoir 45 jours avant que ce soit vraiment Donc, majoré. Donc ça vaut le coup de faire Ouais. des calculs précis. D'accord. Et de connaître exactement la date. On perd les points au moment où on paye. C'est pas la date Oui, de l'infraction, oui, attention. oui. Hein. C'est au moment où vous payez ou au moment où vous êtes condamné si vous D'accord. n'avez pas payé. Ok. Voilà. Une autre question, Yves? Oui, je voulais savoir, lorsqu'on s'est flashé avec un radar discriminant, j'appelle ça discriminant, ceux qui font la voiture, Ouais, les camions, les voitures, etc. Ouais, c'est ouais. ça. Ils nous flashent par l'avant et par l'arrière. Alors il y en a certains maintenant, ça va Ouais. être, ça va être le sport national qui vont vous faire 2 photos parce que il y a beaucoup de gens qui ont compris le truc de dire c'est pas moi qui conduisais et avec une photo par l'arrière. Eh ben ouais. Effectivement, alors Faut pas se faire prendre vous par allez au l'arrière, tribunal, on vous dit oulala c'est mal, vous payez une amende beaucoup plus importante, mais vous ne perdez pas de points, ce qui peut être intéressant si on a vraiment besoin de son permis et qu'on est un peu ric-rac. Donc beaucoup de radars aujourd'hui, les nouveaux vont vous flasher dans les 2 sens. Mais il faut que le numéro, la plaque d'immatriculation soit La même devant et derrière. Ouais, si mais vous avez une remorque, c'est ça Oui. Ah bah si vous avez alors s'il y a 2 photos, ça sera celle de devant qui sera prise, et si vous avez une remorque, de toute façon on sait à qui appartient la remorque. Ouais, normalement. Oui, mais si la photo, la plaque d'immatriculation n'est pas lisible, qu'est-ce qui se passe? On peut contester ou pas? Bah, si la plaque d'immatriculation, qu'est-ce que vous entendez par pas lisible? Elle est sale, elle est cachée, elle est... Non, elle n'est pas lisible, c'est noir. Comment ça? Ben, vous n'avez pas le droit. Ah, excusez-moi, Yves. Non, mais c'est que l'appareil photo, vu les conditions météo... Ah oui, non, alors là, vous oubliez, vous avez vu que depuis l'espace, on arrive à photographier des trucs qui sont grands comme un paquet de cigarettes. Oui, donc, mais la photo qu'on m'a envoyée, elle n'était pas lisible. Ah, elle n'était pas lisible. Bah, vous contestez, vous dites que c'est pas voilà. Non. Vous dites que c'est pas moi. Non, c'est pas moi, c'est que... c'est pas votre véhicule. Comment ils vous ont... Attendez, je comprends pas comment ils vous ont retrouvé Si la photo... la plaque avant était bonne, elle était lisible, mais pas la plaque arrière. c'est mort. Tant pis pour vous. C'est mort, Yves. Là, vous pouvez rien faire. Bah oui. En plus, c'est la plaque avant, donc on vous reconnaît sur la photo, non? En plus, oui. Bon, on voit pas le conducteur. Ouais. Après, il y a un moment, je sais pas, vous êtes fait prendre pour beaucoup de kilomètres? J'étais à 89 au lieu de 80. Oh, ça va. Non, alors pour le coup, ça vaut pas le coup de chipoter pour. De contester. Quoi. Non. C'est un point, 45 €. Bon, après, il vous reste quelques points? Bon, normalement, il doit m'en rester un 11 encore. Oh, bah alors mon Yves, tout va bien. Non, mais après... ça va vite parce que maintenant, ils nous mettent des radars de feu, c'est moins 3 points. On sait même pas combien de temps vaut mieux s'arrêter au feu quand même. On est d'accord, mais là, autant un dépassement d'1 km/h entre 80 et 80, alors là, on peut râler, on en a parlé il y a pas longtemps. D'ailleurs, c'est 55% quand même des excès de vitesse, moins de 5 km/h. Donc là, il y a matière à discussion au niveau de la sécurité. Autant griller un feu rouge. Alors là, pour le coup, moi, je serais même encore beaucoup plus sévère que ce qu'ils ne sont actuellement. Bon, bah voilà. C'est vachement dur s'arrêter lorsque c'est en orange. Lorsqu'on est en attendez, orange. En poids lourd, c'est vachement dur. Hein. Ah oui. Ah, vous êtes routier. Vous êtes sympa. Les routiers sont sympas. Petit clin d'œil à Max Meignier. C'est l'homme qui m'a donné envie de faire de la radio. En général, le temps du feu orange Mon papa était routier. Est en rapport avec la limitation de vitesse de l'axe sur lequel on circule pour que même un véhicule lourd puisse s'arrêter quand le feu passe au orange. Et ben voilà. Super. Yves, merci beaucoup. En tout cas, on a appris pas mal de choses grâce aux questions de Yves. Ça, c'est bien. Yves a raison dans un sens, parce qu'il y a eu, je sais qu'Autoplus avait dénoncé à certains endroits où la limitation était à 70, où on n'avait pas suffisamment de temps de feu orange et que les gens, même en freinant, passaient au rouge. Yves, merci beaucoup. On vous laisse dans quelques instants une pause et puis on va prendre une voiture qu'on adore et qui a été électrifiée. Ce sera l'essai de la semaine, la Citroën 2 chevaux rétrofit électrique. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on va prendre le volant d'ailleurs que vous allez pouvoir retrouver sur la page YouTube de Sud Radio, puisque l'ami Jean-Luc filme tous ces essais que l'on retrouve sur la page YouTube de Sud Radio et que l'on va voir aussi en extrait sur la page Facebook en ce moment pendant l'émission. Et aujourd'hui, la Dodoche électrique. Exactement, 2 chevaux 6 Airfit. Alors sur la base, pour les spécialistes qui nous écoutent, d'un type
AZK, donc une 2 chevaux 6. Alors il y a aussi 3 camionnettes qui sont homologuées par le Mairie Club de Cassis, c'est eux qui font la transformation, c'est les grands spécialistes de la 2 chevaux en France. Alors qu'est-ce que c'est que le rétrofit? Le rétrofit, on prend une 2 chevaux, voilà, là en l'occurrence une 2 chevaux 6, et on enlève tous les éléments du moteur thermique, c'est-à-dire on enlève le moteur thermique, on enlève l'échappement, on enlève le réservoir d'essence, et à la place, on met des batteries et un moteur électrique. Alors esthétiquement, vous ne verrez pas la différence, à part celle que j'ai essayée, parce qu'il y a un gros éclair sur le côté, et puis on voit qu'il y a écrit Airfit dessus, mais il n'y aurait pas les autocollants, ça passerait pour une 2 chevaux normale, tant qu'elle est arrêtée. Évidemment, quand ça roule, c'est un petit peu différent. Oui, puis il n'y a plus le bruit. Voilà. Bon, pas de différence, si ce n'est le bouchon d'essence. Si vous l'ouvrez, c'est pas un bouchon d'essence, hein, c'est une prise de recharge. La boîte de vitesse a aussi été conservée, c'est ça qui est rigolo. C'est cool. Ce qui permettra, si la réglementation l'autorise, un jour, parce que vous avez les puristes qui vont dire « Oh là là !» sacrilège, scandale, on transforme un véhicule historique en voiture électrique. C'est réversible. Oui, et voilà, c'est réversible. Rétro, ça va même pour une voiture de collection. C'est réversible. On pourra, alors je dis si la réglementation l'autorise, parce que là on va changer la carte grise, mais on pourra remettre un moteur, un bicylindre essence, si vous aimez démonter les batteries, etc., etc. D'ailleurs, les supports moteurs sont exactement les mêmes. On a conservé la boîte de vitesse. Ce qui permettra de passer des vitesses si vous voulez rouler à l'ancienne. Ouais, alors pour ceux qui ont les images, ils vont rigoler parce que ça va leur rappeler leur jeunesse. Moi, c'était ma première voiture. Moi aussi. Alors, le moteur électrique qui fait 15 kW, 20 chevaux. Pourquoi? Parce que la réglementation interdit d'avoir plus de puissance que le modèle d'origine. Bon, on a des batteries, on a vu dans le coffre derrière et devant, batterie lithium-ion fer phosphate 10,2 kWh. C'est pas beaucoup, mais la voiture est légère. On peut faire 85 km. Vous verrez que c'est une voiture qui est essentiellement utilisable en ville. Bon, l'intérieur, c'est exactement comme une 2 chevaux normale. Ça reste une décapotable, on va le rappeler quand même. Oui. Voilà, découvrable décapotable. Et décapotable, c'est encore mieux quand il n'y a pas d'odeur et qu'il n'y a pas de bruit. Et ça, c'est vraiment un des avantages de cette voiture. Les sensations de conduite sont agréables. Je vous ai dit, on a gardé la boîte, mais en fait, on reste toujours sur le troisième rapport parce que le couple est 2 fois plus important qu'avec le moteur thermique. Donc, on peut démarrer en troisième et on reste tout le temps en troisième. Alors, pour les démarrages en côte, on peut utiliser la seconde ou si on veut démarrer un peu plus vite au feu. Mais déjà, en troisième, on fait 0,50 en 7 secondes 5. Donc, c'est plutôt pas mal. On peut surtout rouler comme si on avait une boîte automatique puisqu'on n'a jamais besoin de débrayer. Vous restez en troisième tout le temps et puis vous freinez, vous arrêtez, vous prenez pas l'embrayage et puis quand ça repart, vous appuyez juste sur l'accélérateur et c'est parti. Et c'est bien quand on est dans Paris, déjà parce qu'on roule à 30 ou les grandes villes dans Paris et puis ou quand les on autres est dans les bouchons, voilà. En Bordeaux, Marseille. Le Mairie Club de Cassis affirme que la voiture n'est que 7 kilos plus lourde que le modèle thermique. Alors moi j'ai trouvé quand même que les suspensions avaient franchement été raffermies. C'est nettement moins moelleux, c'est pas bateau comme la 2 chevaux de départ et ça secoue un peu sur les pavés parisiens. Bon, la vitesse de pointe, je vous disais, c'est réservé à la ville, hein, c'est 82 km/h, c'est suffisant sur le périphérique parisien, mais sur la route, ça sera un peu juste. L'avantage, c'est qu'on perdra pas de points. Oui, mais enfin, les départementales à 80 km/h, ça va quoi. Oui, exactement. Ou les nationales. On peut recharger en 3h15. Le prix du kit, c'est là que ça commence à piquer un peu les yeux. 12 000 € plus 2 900 € de main-d'œuvre pour l'installer. Attendez, recommencez tout. 12 000 € le kit pour transformer la voiture en voiture électrique, plus 2 900 € d'installation du kit. Plus l'achat de la voiture. Ça fait 15 000 € et l'achat de la voiture. Une 2 chevaux en bon état, parce qu'il vaut mieux une 2 chevaux en bon état, c'est entre 12 et 15 000 € une 2 chevaux 6 en bon état. Ça vous fait un engin à 30 000 €. Alors on peut avoir jusqu'à 5 000 € de bonus. Dans certaines conditions. Pourquoi c'est aussi cher? Je trouve ça cher, moi, perso. Il faut... les batteries, c'est cher. C'est le prix des batteries qui grève le prix de la transformation. Avant, mais 30 000 €, c'est vrai que ça fait un peu cher. Alors bon, ça restera un sacrilège pour les puristes, mais ça permet de continuer à rouler en 2 chevaux en ville, malgré les ZFE, et ça c'est plutôt intéressant. Et puis surtout, alors est-ce que c'était moi? J'ai voulu croire ça, mais j'ai eu un succès considérable avec cette voiture. Voilà. Excusez-moi d'avoir rigolé. Pour ceux qui ont vu les images, je suis passé au pied de la Tour Eiffel, tout le monde m'a arrêté pour faire des photos avec moi au volant de la voiture. Ouais, c'est votre charme inconditionnel, l'ami Jean-Luc. Parce que la 2 chevaux, elle n'a strictement rien à voir avec ses couleurs magnifiques. Voilà. Non, mais alors la 2
chevaux plaît, et en plus la 2 chevaux qui fait pas de bruit. D'ailleurs, Brad Pitt m'a appelé en me disant, tu dis à ton copain de rester enfermé quand je suis à Paris, parce qu'il y en a eu pour lui. Interroge les gens. J'ai fait faire un tour, alors c'était pas une jolie fille, c'était un Polonais, vous verrez, d'un certain âge, que j'ai pris avec moi, et on s'est fait une côte pour voir si ça grimpait bien à deux dans la voiture. Ouais, c'est top. C'est une question de Stéphane, donc le troisième animateur, le co-animateur de Ça roule sur Sud Radio, mais lui c'est façon Facebook, où vous pouvez nous retrouver également. Est-ce que ça tremble pareil que la Dush? Est-ce que le système de freinage? Ça tremble pareil, ça freine pareil, c'est-à-dire avec un peu d'anticipation. Il n'y a pas de... Ah oui, j'en ai pas parlé, il n'y a pas de frein moteur vraiment, c'est-à-dire au lever de pied, il aurait fallu sinon mettre un accéléromètre, enfin un décéléromètre pour allumer les feux stop quand on relâche la pédale d'accélérateur. Okay. Donc ça, c'était trop compliqué, donc il n'y a pas de frein moteur en fait, pratiquement pas de frein moteur, pas plus que la 2 chevaux initiale. D'accord, dernière question jeu, nous dit Stéphane, sur Sud Radio, dans On parle auto. Quelle est la 2 chevaux la plus puissante d'origine, Jean-Luc? Je sais pas, on devait être à 26 chevaux sur les... On parle d'une 2 chevaux ou de 26 chevaux là? Vous m'avez perdu. Non, je rigole. Non, 2 chevaux, une 2 chevaux 6, ça doit faire 26 chevaux d'origine. D'accord. Bon ben voilà. Eh ben merci beaucoup. Vous retrouvez toute la vidéo il y a à peu près un peu plus de 10 minutes et c'est toujours hyper agréable. C'est une des vidéos d'ailleurs les plus regardées sur YouTube. N'hésitez pas, laissez complet. Bye l'ami Jean-Luc. Allez, dans quelques instants, eh bien tout de suite d'ailleurs, on va parler d'environnement puisque ça fait partie aussi du programme dont parle Auto. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et l'environnement va concerner les 2 roues électriques, 100% électriques, avec Philippe Monneret, qui est ex-pilote moto, expert en prévention, formation et perfectionnement à la conduite des motos et des scooters en Ile-de-France. Ouais, bonjour Philippe. Bonjour monsieur Philippe. Bonjour monsieur Philippe. Bonjour. On connaît bien la maison Monneret, en tout cas quand on est en Ile-de-France. Ouais, moi Philippe que je connais depuis, ça fait 36 ans. Hein. Trop longtemps, Jean-Luc. Moi, je vais aller passer mon permis moto. Ça fait 3 ans que j'ai envie, mais bon, je m'étais un peu... Sérieux. Voilà. Alors, Philippe, Easy Monneret, vous l'avez monté il y a un petit moment. Alors, c'est quoi, tiens, rapidement, Easy Monneret? Easy Monneret, c'est une école de formation moto. On va du jeune de 7 ans jusqu'au pilotage sur circuit, notamment au Paul Ricard, et le perfectionnement à Montlhéry, mais aussi les permis, et le permis AM pour les 14 ans. Voilà. Et on a créé, depuis 3 jours, une nouvelle école 100% électrique sur l'île de Puteaux. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites comme type de formation et pourquoi se focaliser sur des 2 roues 100% électriques? Très bonne question de Jean-Luc de Paris. Alors pourquoi déjà? Parce qu'en agglomération, là j'écoutais votre sujet sur la 2 chevaux électrique à 30 000 euros, mais en agglomération, un scooter thermique il est automatique, donc pourquoi pas l'avoir en électrique? On respecte la planète, ça marche très bien maintenant. Il y a des très très bons scooters qui deviennent assez bon marché d'ailleurs, et puis aussi ça permet d'avoir une école pratiquement au centre-ville. Nous, notre piste sur l'île de Puteaux, c'est un endroit exceptionnel. C'est dans le parc sportif. Donc, on dérange personne. On redonne un peu ses lettres de noblesse à la moto, parce que quand on parle moto, 2 roues, souvent on parle de bruit. Et là, c'est incroyable. Ça fait 0 bruit. Voilà, on va un peu dans... Alors, quel type de formation vous dispensez avec des 2 roues électriques? Alors on a des petites KTM pour les 8 ans, voilà, c'est des super motos pour initier les tout jeunes. Plus on commence tôt, mieux c'est pour la sécurité plus tard. On a l'équivalent 50 cm3 pour les permis AM. On fait aussi... Alors c'est quoi le permis AM? Parce que là, ma mère elle est larguée. C'est pour les 14 ans, c'est l'ancien BSR. C'est l'ancien BSR, d'accord. Ce dont on a besoin pour pouvoir rouler dès 14 ans avec un scooter. Et puis après, on a la formation 7 heures, la formation obligatoire quand vous avez plus de 2 ans de permis voiture. Et aussi, on fait bien sûr du permis automatique. Tout ce qui est automatique, je vois pas trop l'intérêt quand on veut faire vraiment de la ville, de le faire toujours en moteur thermique, d'autant plus que, bien sûr on respecte, on va dans le sens de l'environnement, mais aussi, vous savez qu'au mois de septembre, on va devoir payer pour pouvoir stationner, stationner en ville. Et ça sera gratuit avec les motos et les scooters électriques. Ouais. Voilà, et puis nous, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on passe cette formation sur un électrique ou sur un thermique, on peut tout conduire, peu importe.
d'accord. Ouais. Mais si ça peut influencer les gens à acheter de l'électrique pour la ville, je pense qu'on va dans le bon sens. D'ailleurs, mais ça ne nous empêche pas qu'on adore, et vous le savez Jean-Luc, hein, le premier, qu'on adore des motos qui font du bruit sur les circuits, des motos sportives, etc. Philippe, là, c'est un autre sujet. On partage la même passion pour j'allais dire pour les vieilles, mais les vieilles autos et les vieilles motos. Voilà, mais si au quotidien on peut rouler plus propre, c'est ce que je dis moi depuis des années. Montrons l'exemple pour rouler propre au quotidien, ce qui nous permet de temps en temps de prendre du plaisir avec des engins qui effectivement vont être un peu plus pétaradants. Quel est d'ailleurs la réaction des gens qui viennent faire les stages quand ils montent sur des motos et des scooters électriques? Ils sont assez surpris parce que en termes de performance, c'est pas mal du tout. Ça accélère. Il faut quand même des engins aboutis, parce qu'il y a des petites différences, notamment vous savez, quand vous essayez de jongler un peu entre l'accélérateur et le frein, sur des scooters qui sont pas bien aboutis, tout de suite ça coupe le moteur et ça fait des à-coups, c'est pas terrible. Il y a des scooters qui sont un peu plus sophistiqués, donc c'est beaucoup mieux. Il faut faire quand même attention à la réaccélération, sur le mouillé notamment, mais ils sont surpris. Parce qu'il y a beaucoup de couples, c'est vrai. Voilà, il n'y a pas de courbe de puissance comme sur un moteur thermique, donc tout de suite ça vient, mais c'est très très bien géré maintenant. Et puis vous savez, vous allez voir, tous les grands constructeurs motos, Yamaha, Suzuki, Kawasaki arrivent avec des moteurs, des motos électriques. D'accord. Wow. Ça coûte combien ces formations-là ? C'est le même prix que les autres. On est au même tarif que les formations thermiques, c'est aux alentours de 250 €. D'accord. Et le choix de Pluto, sur une journée, en quoi fait, parce que 250 € pour le permis AM, c'est deux demi-journées de 4 heures, c'est 8 heures de cours. Okay. Et la formation 125, c'est 7 heures en une journée. Voilà. D'accord. Et le choix de Pluto, comme disait Jean-Luc ? Le choix de Pluto, pourquoi ? Parce que c'est génial. Ouais, je suis d'accord. D'abord, c'est une ville. C'est d'abord parce que la maire Joëlle Secaldi a été sensible à notre projet. Ça allie le sport moto pour les jeunes de 8 ans. Ça allie la sécurité routière. Il y a des écoles qui vont venir. Et puis, c'est un lieu extrêmement écolo, l'île de Puteaux. Oui. C'est incroyable. Et mettre des motos d'un seul coup, quand on dit vous allez avoir des motos, c'était quelque chose d'incroyable de rien entendre. Et puis, c'est historique, parce qu'il y a 49 ans, figurez-vous qu'on avait le guidon Shell autour de ce stade de foot, où on avait des 50 cm3 de temps qui fumaient à mort. Et donc vous avez voulu vous racheter, c'est ça? Ouais, voilà. Vous savez, et il y aura d'autres. Pour beaucoup de trucs, notamment nous avoir fréquentés. Ça prendra du temps. Il y aura d'autres villes, vite fait, Philippe? On l'espère, mais c'est ça. Alors d'autres villes, peut-être pas pour d'autres centres et d'autres écoles, mais voilà, parce que c'est aussi un concept, c'est-à-dire on peut faire des pistes de formation désormais en ville. Il suffit d'avoir le terrain, mais c'est quand même des grands terrains, parce que c'est des pistes qui font un peu plus de 150 mètres de long sur 15 mètres de large, parce qu'il faut de la place pour pouvoir apprendre, avec des bâtiments, pour mettre aussi les machines. Notre concept chez Zimonret, c'est la piste et le bureau sur la piste. On sort sur la route une fois qu'on a maîtrisé. On va pas. Ah, c'est top ça. Je vais vraiment venir chez vous. Faire 15 bornes pour aller apprendre à faire de la maniabilité sur un parking. Philippe, merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Et bon courage avec Jean-Luc. Voilà. Ah non, c'est pas du courage, c'est du plaisir. Que du plaisir. C'est la première fois que j'entends ça concernant. Oui, mais parce que voilà, il faut que les choses changent. Il fallait rajouter venant d'une fille, Philippe. On sent qu'ils se connaissaient de là hors antenne. On vous embrasse, bon week-end. Allez, à bientôt. Philippe Monneret, ex-pilote auto, expert en prévention, formation et perfectionnement à la conduite, en tout cas des deux roues, quels qu'ils soient. Et puis voilà, avec ce centre de formation spécialement étudié pour les deux roues électriques. À suivre, il y aura les questions auditeurs. Vous êtes attendus dès maintenant au 0826 300 300, puisque Manu vous accueille avant de nous rencontrer. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous savez, dans quelques instants, on parlera pneus, mais juste avant, c'est votre moment, puisque vous pouvez nous poser vos questions, soit
directement au 0826 300 300, soit tout simplement par mail je participe @sudradio.fr et vous mettez bien on parle auto dans l'objet et évidemment vous mettez également votre coordonnée complète que l'on puisse vous rappeler. En tout cas, question de mail qui est arrivée de la part de Dominique, l'ami Jean-Luc, qui nous dit bonjour à vous deux. Bonjour Dominique, je viens de faire un aller-retour en Bretagne avec ma vieille Mini Cooper Cabrio boîte auto de 2005. Contrairement à d'habitude, je n'ai pas du tout utilisé le régulateur de vitesse et j'ai consommé un bon litre de moins au 100 sur l'aller-retour Yvelines-Finistère. L'économie m'a permis de financer un tarif d'autoroute d'environ 26 €. Est-ce que Jean-Luc peut confirmer que l'on économise de l'essence en se passant du régulateur? Je suis assez d'accord, moi. Eh bien, aussi surprenant que cela paraisse, oui, le régulateur de vitesse, il fait partie des faux amis. Et pourtant, on nous a longtemps dit, vous consommerez moins si vous êtes à vitesse régulière. Et pourquoi est-ce que le régulateur ne nous fait pas faire des économies? Parce qu'il n'est pas calibré pour ça. Lui, il est calibré pour maintenir une vitesse, vous programmez, vous êtes sur route, vous programmez 80 km/h, et que ça monte, que ça descende, que ce soit plat, qu'il y ait du vent, etc. Lui, il maintient 80 km/h. Quand vous êtes sur l'autoroute 130, vous programmez 130, vous arrêtez au péage au moment du redémarrage. Lui, il veut vite revenir à 130 km/h, donc il va accélérer beaucoup plus fort que vous. Et ce qui fait qu'au final, on n'aura jamais, alors je dis bien jamais, d'économie de carburant en roulant au régulateur. Il vaut mieux se servir, par exemple, dans une côte de l'élan du véhicule, et si vous arrivez en bas de la côte, on va dire, allez tiens, on prend l'exemple d'un département qui est à 90. Vous êtes en bas de la côte, vous arrivez en haut de la côte à 80, vous avez consommé un peu moins, et dans la descente, vous allez reprendre avec l'élan du véhicule et puis la descente, vous allez reprendre les 90 km/h, et vous aurez consommé beaucoup moins que le régulateur qui va faire accélérer le véhicule dans la montée, et qui, dans la descente, alors, il y a même sur certains véhicules un freinage. Donc là, on imagine bien qu'à partir du moment où on touche la pédale de frein, c'est du carburant qui s'envole en fumée. Ouais, alors j'avais remarqué ça aussi, mais comme notre ami a posé la question, Dominique... Et c'est encore pire sur les véhicules à boîte automatique, puisque pour remettre le véhicule en vitesse, le régulateur peut faire rentrer un rapport. Et donc là, vous allez... Alors attendez, recommencez tout. Vous êtes à 130 sur l'autoroute. Oui. Voilà. Il y a un camion qui déboîte, il est à 100 km/h. Oui. Vous allez freiner, et au moment où vous allez réenclencher le régulateur de vitesse, la voiture aura rétrogradé de 2 ou 3 rapports et va remettre rapidement le véhicule à la vitesse initiale, en accélérant assez fort. Voilà. Ce qui est génial, ce que nous dit, ce qu'il a économisé un bon litre de moins au 100. Et en plus aujourd'hui, avec le prix du carburant, enfin on est tous quand même touchés par cela. Oui, puis alors un litre au 100. Moi je dis le régulateur de vitesse, fausse bonne idée, même à utiliser, sauf si on a un régulateur intelligent, donc qui tient compte de l'espace avec la voiture devant, qui va automatiquement freiner le véhicule, parce que y a des régulateurs de vitesse qui font pas ça. Les régulateurs à l'ancienne, vous programmez une vitesse, et tant que vous n'avez pas touché au frein, ça garde la vitesse. S'il y a un mur d'un coup qui apparaît au milieu de la route, ou un arbre qui traverse, et ben vous prenez l'arbre qui traverse. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, où ils roulaient sur les autoroutes de façon un peu endormie, au régulateur de vitesse, il y avait des carambolages monstrueux à cause de ça. Donc il y a des endroits où même les régulateurs de vitesse sont interdits d'utilisation. Donc le conseil de l'ami Jean-Luc Moreau sur Sud Radio, de vitesse. Dans On parle auto, c'est on oublie le régulateur de vitesse. À la limite, le limiteur de vitesse qui vous permet de ne pas dépasser la vitesse programmée, ou qui vous avertit quand vous allez dépasser la vitesse programmée. Et moi, j'avais remarqué ça. Merci à Dominique d'avoir posé la question par mail, parce que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir un peu constaté sans l'avoir vraiment calculé. Là, Dominique a fait son vrai calcul. Vous le confirmez. Donc aujourd'hui, l'ami Jean-Luc, vous êtes en train de nous faire des économies. De carburant. On vous aime. Pas que de carburant, de sous-sous dans la popoche aussi pour le coup. 1 litre au 100, t'imagines? À l'air de rien. Et ben voilà, allez, on va plus parler maintenant de... On va changer de Dominique. Parce qu'on va parler pneus. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et on retrouve notre président du syndicat des professionnels du pneu, Dominique Stemfel. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Ça fait quel temps dans le Var? Alors c'est pas dans le Var, c'est dans le Vaucluse, dans le département de Vaucluse, et il fait très beau, il fait très chaud. Tant mieux. Alors on va parler d'un truc qui échappe à ceux qui ont Alzheimer, c'est la mémoire. Mais alors les pneus ont de la mémoire, ça c'est quand même l'info du jour.
Et Jean-Luc Moreau aussi, puisque la puissance maxi d'une 2 chevaux, c'est 33 chevaux. Ah, 33, bah formidable. Voilà. Merci Dominique. Bon alors, la mémoire du pneu, qu'est-ce que c'est que ça? Alors la mémoire du pneu, c'est pas un truc électronique, hein, c'est un vocable qu'on évoque dans le pneu de manière régulière, que les professionnels du pneu évoquent de manière régulière. Ça veut dire qu'un pneumatique qui a été brutalisé n'a pas d'avarie ou ne montre pas d'avarie immédiate, et en fait cette avarie elle peut se révéler un peu plus tard lorsque le pneu est sollicité à haute vitesse par forte chaleur par exemple, il peut éclater brutalement. Et le pire c'est sur autoroute, puisque en moyenne 6% des accidents mortels sont dus à une défaillance des pneus, et c'est même 10% en été. Alors quand vous dites, on parle de maltraitance des pneus, lui mettre des chaînes, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Je vais faire ça avec Laurence d'ailleurs. Tiens. Oh non, non, libérez-moi, je veux sortir. Non, mais c'est quoi quand on dit voilà, c'est quoi ce qui va endommager le pneu durablement, dont il se souviendra? C'est quoi les sévices qu'on peut lui faire subir? Alors on parle du pneu là. On en parle souvent, hein. C'est la pression insuffisante, c'est le sous-gonflage, la surcharge, ou pire, la combinaison des deux. Donc ça, on comprend que ça entraîne une flexion excessive au niveau des flancs, et ça va fatiguer les câblés qui composent la carcasse, autrement dit le squelette du pneu. Et au bout d'un certain temps, ces câblés peuvent lâcher, le pneu va éclater. Et parfois des milliers de kilomètres plus tard. Hein. C'est pas, voilà. Alors les routes de plus en plus dégradées là, avec. Alors je sais que Laurence aime bien les nids de poules, mais c'est dangereux. Le pneu va s'en souvenir de tout ça? Alors c'est les nids de poules, un trottoir pris de face, un gendarme couché, un objet tombé sur la route. Donc là, ça peut rompre des câblés. Donc on comprend facilement que si des câblés sont rompus, le pneu est fragilisé, et cette fragilisation se traduit par une hernie. Alors on peut le voir effectivement quand la hernie est sur le flanc extérieur du pneu. Ouais, ça fait une petite bosse sur le côté du pneu, voilà, sur le flanc. Ouais. Voilà. Mais si c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Alors quand la hernie se rompt avec la fatigue du pneu, on va avoir une perte de pression immédiate qui entraîne un risque de perte de contrôle du véhicule. Donc en fait, là, quand on a tapé très fort, il est sage de vérifier qu'aucune hernie n'apparaît sur le flanc. Voilà, c'est ça. Et il faut faire vérifier par un professionnel. Parce que, au bout de combien de temps ça peut apparaître l'hernie là, quand on a tapé très fort? Alors ça dépend de la force de la hernie, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on fait du pneumatique. Bon, ça c'est impossible à dire. Et c'est réparable ça ou pas? Alors, des câblés rompus sur le flanc, c'est absolument pas réparable, donc il faut remplacer le pneu sans délai. D'accord. Voilà. Et des coupures sur le flanc du pneumatique, parce que parfois on peut passer dans un trou et on a juste des éraflures sur le côté, des petites coupures. Oui, ou ça peut être un objet coupant, donc si la coupure est peu profonde. Oui. Si la coupure est peu profonde, faut vérifier qu'elle n'a pas atteint les câblés. Et si les câblés sont apparents, ils sont en fait exposés à l'humidité qui peut s'infiltrer. Dominique, les câblés, c'est quoi? C'est la structure du pneumatique, la structure métallique, c'est ça? Voilà, c'est le squelette du pneu. Alors c'est sur certains pneus, c'est des câblés métalliques, ça peut être du Kevlar, ça peut être également du textile. Et donc l'humidité s'insère dans le pneumatique par capillarité, il va se répandre dans l'ensemble de la carcasse. Et la conséquence, c'est en fait que quand le pneu rouille, par exemple, les éléments se désolidarisent. Alors un pneu qui rouille, un pneu, il peut rouiller à l'intérieur. Jean-Luc vient de voir mes yeux s'ouvrir comme une enfant là. Oui, parce que il y a sur certaines parties du pneumatique des câblés métalliques. Alors ils sont évidemment protégés, surtout chez les manufacturiers de renom. Ils font très attention. Ils sont protégés par multiples solutions, mais il peut y avoir des câblés qui rouillent, et quand vous voyez des bouts de pneus qui sont sur le bord de l'autoroute, c'est bien souvent ça. En fait, on peut pas le voir en fait avant. Ah ben non, il faut. Oui. Alors c'est pour ça que ce type de blessure qui montre des câblés apparents doit être réparé par un professionnel. Ah, ça, c'est réparable. Oui, ça c'est réparable. On met une petite pièce à chaud sur la blessure qui assure l'étanchéité du pneu. On fait un petit bisou qui guérit et on a perdu Dominique? Non, il est toujours là. Et si j'arrive au contrôle technique avec une hernie sur mon pneu, avec une coupure sur le flanc, ça passe ou pas?
Alors, c'est soit sujet à contre-visite en fonction de la gravité de la blessure, mais si les câblés sont visibles, par exemple, il s'agit d'une défaillance critique et ça entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule. Mais Dominique, quoi qu'il en soit, on a une hernie, on a des coupures, il vaut quand même mieux aller voir un professionnel et éviter de rouler avec un pneu comme ça, quoi. Absolument, le professionnel va démonter le pneu, il va vérifier si les avaries sont pas plus importantes que ce qu'on pense, en particulier suite à un sous-gonflage. Et en fait, il y a des signes qui indiquent que le pneu a été maltraité, que ne peuvent voir que les professionnels. Est-ce que je peux poser une question bête? Parce que ça m'arrive. Là, il fait très très chaud un peu partout, c'est très vite. Enfin voilà, ça fait quand même 3 semaines en région nord, on n'a pas eu de pluie, on a des températures qui sont très chaudes. Le sud, vous le savez aussi, c'est un peu partout pareil. Est-ce que le fait de rouler en plus sur ces chaleurs-là va pas fatiguer le pneu, même s'il va bien, de façon plus rapide, et particulièrement s'il est abîmé avec une mémoire? Si. Alors effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, plus il fait chaud et et moins le pneu est correctement gonflé, plus il va fatiguer. Donc en fait, là, la seule solution, c'est de bien contrôler ses pressions, comme on le recommande de manière régulière, ce qui permet à la fois de sauvegarder la vie du pneu et puis également, puisque vous évoquiez le sujet tout à l'heure, de limiter la consommation de carburant par les temps qui courent. C'est quand même un élément important. Parce que là, il fait vraiment chaud. Formidable. D'ailleurs, vous avez quoi comme type de pneus sur la voiture avec laquelle vous êtes venu ce matin, vous, l'ami Jean-Luc? Alors oui, c'est des pneus un peu particuliers. D'abord, ils ont un flanc blanc, je ne sais pas si vous avez vu. Et c'est des pneus à structure diagonale. Voilà, ce qui devient extrêmement rare. Vous voulez pas dire avec quoi vous êtes venu? Je suis venu avec une petite Austin Hillet, voilà. Ouais, elle est trop jolie! D'ailleurs, je vous le dis maintenant, mais merci pour le cadeau. Je vous laisse la mienne pour repartir. Bon, merci Dominique, merci en tout cas. Beaucoup. Merci, soyez prudents. Oui, soyez prudents. Et puis, les pneus, c'est vraiment un organe de sécurité, un organe extrêmement important de la voiture. On ne prend aucun risque avec ces pneus. Allez, dans quelques instants, le retour de l'info sur Sud Radio. Et puis, vos questions, vous êtes attendus en direct dans l'émission au 0826 300 300. Nous répondrons à toutes vos questions d'ici 5 minutes. À tout de suite, on vous attend. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Juste avant de parler auto, on va parler un peu rugby. Vous savez qu'à 13h30, toute l'équipe du rugby de Sud Radio prend l'antenne et vous fait vivre cet après-midi avec d'ailleurs dès 13h30 ce samedi le Loup Rugby Wasp. Donc vous pourrez suivre en direct sur votre antenne de Sud Radio. Mais tout de suite, place à la question des auditeurs avant de parler des 3 heures du Garac dans notre rendez-vous des classiques cars. Et je crois que l'on accueille Romain qui nous appelle de Castres. Bonjour Romain. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Vous avez l'accent qui va avec la localité. Hein. Je chante comme les oiseaux. Et au-delà de l'accent, vous avez surtout le soleil, la joie de vivre qui transperce sur l'antenne de Sud Radio. Merci. Comment ça va? C'est gentil, ça va très 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 bien. Chaudement, mais ça va très très bien. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Avec plaisir. Je suis un très grand fan de Jean-Luc. Je le suis depuis un moment. Et donc on n'existe pas alors. D'accord. Et Laurence, si je vous fais une bise aussi de Castres. Et je vous embrasse aussi. Où on écoute d'ailleurs Sud Radio sur le 104.7. Alors ma question c'est je vais acheter une Toyota Yaris TS VVTi 133 chevaux de 2008 qui a 90 000 km et je voudrais avoir l'avis de Jean-Luc, savoir si c'est fiable et si c'est possible de la passer avec un boîtier biomotors homologué à l'éthanol. Tout le monde aujourd'hui 90 000 km c'est juste à la limite. Alors elle n'a pas beaucoup roulé cette voiture, vous me dites elle est de 2008, 90 000 km, elle n'a pas beaucoup roulé. Non, elle n'a pas beaucoup roulé. Elle appartenait à une personne âgée et donc après c'est un professionnel qui me la vendrait. Donc elle n'a pas beaucoup roulé. Donc je voudrais savoir si. Donc je dis vous êtes juste limite. On commence par la fin du truc parce que vous savez que Biomotors ils sont un peu réticents au-delà de 100 000 km installer des boîtiers sur les voitures. Donc elle aurait eu plus de 100 000 km. Je pense qu'ils auraient refusé de vous installer un boîtier. Là, à mon avis, alors sur l'adaptation, je pense qu'il n'y a pas de souci sur ce moteur-là. Ils vous l'installeront puisqu'elle a 90 000 km. Maintenant, sur votre première question, est-ce que c'est fiable? Oui. Franchement, ces moteurs Toyota-là, c'est des moteurs absolument sans problème. Elle est tout juste rodée 90 000 km, votre voiture. Ah ouais, d'accord.
Bon, non, de ce côté-là, vous êtes tranquille. Il y a eu les seuls problèmes qu'il y a vraiment eu chez Toyota depuis enfin, qu'il n'y a plus maintenant, parce que hormis un 4x4 qui est devenu confidentiel, il n'y a plus de diesel dans la gamme. Mais c'était les diesels qui ont posé quelques soucis et comme chez beaucoup de constructeurs japonais d'ailleurs, hein, quand ils se sont lancés dans le diesel, ils ont découvert après tous les problèmes qui allaient avec, c'est-à-dire des problèmes la plupart du temps liés au mauvais usage des voitures. Un diesel, c'est pas fait pour faire des petits trajets. Voilà, une fois que c'est dit, c'est dit. Alors sur les moteurs essence, non, les moteurs Toyota, à quelques rares exceptions près, alors on va toujours avoir quelqu'un qui nous écoute qui va dire oui, mais moi j'ai eu une panne avec une Toyota un jour. Mais autrement, les moteurs essence Toyota sont sans doute parmi les plus fiables du monde. Voilà. Je l'ai dit. Oui, mais vous le dites ou pas? Je le dis, je le dis. Et puis, je sais. En l'occurrence, moi-même, je l'ai expérimenté, je suis jamais tombé en panne. Ouais, vous en avez une, vous? Oui, j'ai une Yaris, mais de la génération d'après, hybride. Mais ce que vous voulez, vous, c'est un truc avec un peu plus de pêche, quoi. Voilà, c'est ça, Jean-Luc. Je veux quand même au moins 5 chevaux et c'est pour un peu un daily, pour aller au travail, tout ça, et partir un peu sur l'autoroute. C'est quoi votre budget? Combien ils vous la vendent combien elle vous la vend la personne, la voiture? 5 000 €. Bon, c'est pas. Oui, non, ça va, c'est raisonnable. C'est pas énorme. Non, voilà. C'est raisonnable. Ouais. Donc non, allez-y. Je vais pas vous dire allez-y les yeux fermés. Essayez la voiture avant quand même. Mais si votre inquiétude c'était la fiabilité de ce moteur-là, il y a aucun problème. Voilà, c'est ça. Bon, c'est cool. Merci beaucoup Jean-Luc, merci Laurence. Et je vous souhaite une excellente journée. Et bonne journée également. Et bon week-end et merci d'avoir ramené le soleil, ce très beau soleil. J'adore. Oui, mais le soleil dans la voix, ça fait tout. Quand on parle à quelqu'un, quand on a cette belle voix, ça fait un bien fou. Allez, tout de suite, vous savez quoi? On va parler Classic Cars. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et c'est le rendez-vous où l'on parle des anciennes, où l'on parle des voitures de collection. Et on va parler surtout aujourd'hui des 3 heures du Garac avec Laurent Roux, qui est le directeur général de cette école, pas comme les autres, qui est dans le département du 95 à Argenteuil. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, Garac, ça veut dire quoi? Alors ça veut, en plus c'est même pas on dit Garac, mais c'est l'école nationale des professions de l'automobile. Mais Garac, c'est quoi alors l'acronyme? L'acronyme, c'était au départ en 1948 groupement d'apprentissage de la réparation automobile et du cycle. Oui, je comprends. C'est beau, il faut le garder, c'est très beau. Et on le garde, effectivement, c'est un mot-clé qui est bien connu dans la profession. Voilà. Alors un petit mot sur le Garac avant de parler de l'événement. Vous formez donc des élèves, mais alors quel cursus et combien et à quel métier? Alors on forme effectivement, on a 1500 formés au total. On a à la fois des apprentis ou des jeunes sous statut scolaire. Ils sont soit sur des formations de niveau CAP ou bac pro sortant de collège, et puis ensuite ils peuvent poursuivre sur des BTS, licences et formations d'ingénieurs. Donc il y a l'entièreté des cursus qui sont présents sur l'auto, la moto et le poids lourd dans les domaines en fait mécanique, électronique, carrosserie, gestion, vente. Et on a même aussi des jeunes qui sont hébergés sur le site. On en a 360 au total. Et il y a même pour les plus petits, c'est l'internat, et pour les plus grands, c'est la résidence. Ouais. Et il y a même des formations sur le véhicule ancien, c'est assez récent ça. Oui, tout à fait. Les formations sur le véhicule ancien, c'est issu d'un travail qu'a réalisé la profession, et notamment un syndicat professionnel Mobiliance avec notre branche professionnelle qui organise les diplômes et les titres. Et l'ANFA, c'est deux diplômes qu'on a créés, 2 titres qu'on a créés, enfin qui ont été créés il y a 2 ans, et ils ont été mis en œuvre immédiatement. Donc c'est la 2e année qui se réalise, aussi bien dans la tôlerie, tôlier formeur, des formations qui ont disparu il y a 40 ou 50 ans d'école en fait. C'est des métiers aujourd'hui. Alors moi qui collectionne les vieilles autos, quand on connaît un tôlier formeur, on a presque envie de l'attacher dans sa cave et de le conserver dans le formol parce que ça devient extrêmement rare. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui, la maison Luc, mais vous l'attachez tout le monde. Moi tout à l'heure il voulait m'enchaîner, là il va attacher. Il va falloir se calmer. Vous êtes attachant. Des magiciens du métal. Non mais c'est surtout ça. Et puis l'autre formation c'est la mécanique. Les mécaniciens. Les mécaniciens en véhicules anciens
historique, mais c'est vrai que ça représente des groupes de 10 jeunes, en fait, sur chacune des spécialités. Donc c'est un domaine de niche, mais qui est remarquable. Hein. Ouais, et puis qui va sans doute, c'est une niche qui va grossir avec le chien. Ah ouais. Tout à fait. Alors les 3 heures, les 3 heures du Garac, bon, c'est pas une course, hein, vous n'avez pas tourné en rond pendant 3 heures, c'est quoi? Les 3 heures du Garac, c'est un rassemblement en fait qui se veut assez festif. On en est à la 7e édition. Ça a démarré le 30 mai 2015, cette aventure. Et puis depuis, on devrait en être à la 8e, mais on sait tous qu'on est passé par la crise sanitaire. Donc 2020, on n'a pas pu maintenir l'édition. Mais ça représente plus de 330 véhicules. Et puis là, on est à guichet fermé puisque les inscriptions ont tellement bien fonctionné qu'on a atteint la jauge. Vous avez quoi? Il y a 2000 personnes qui sont inscrites. Ouais, c'est samedi prochain de 9h à 12h, c'est ça? C'est ça. 9h-12h samedi prochain. Il fera beau, on a coché la case beau temps. Ouais. Alors, on peut y voir quoi comme voiture? Alors moi j'étais là l'année dernière, donc je pourrais en parler, mais je vous pose la question quand même. Donc il y avait, alors on pourrait y voir François Alain encore cette année ou pas? Je crois qu'il est retenu, qu'il va pas pouvoir passer. Il est convoqué. Rapidement. Il est convoqué, mais vous savez quoi, François, ça lui permet d'aller à l'école, de venir au Garac. Comme ça, on pourra dire, comme ça, il peut dire qu'il y est allé. Alors là, ça tacle. C'est pareil, il va à Royan pour passer le bac tous les ans. Donc pour ceux qui rejoignent Sud Radio et qui écoutent On parle auto, vous avez compris que là, ils sont entre potes. Non, donc, les vieux copains de classe. Qu'est-ce qu'on peut y voir comme auto? On peut tout voir. En fait, c'est ouvert à tout type de véhicules. Généralement, les véhicules avant l'année 2000. Donc, on a des véhicules d'avant-guerre, après-guerre, et puis ça va jusqu'au Youngtimer, parce qu'il y a ce phénomène qui ne cesse de grandir. Voilà. D'accord. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a comme auto particulière cette année? Vous avez regardé la liste un petit peu? Il y a des choses assez surprenantes et magiques. Les véhicules français, étrangers, on a des parts. Il y a aussi des partenaires, bien sûr, qui sont associés à cet événement, comme l'aventure de Josita d'accord, oui, donc ils amènent des autos. Et puis tous les groupements de concessionnaires aussi qui ont créé leur branche classique, qui sont associés, bien sûr, à cet événement. Donc, ils nous font des fois des petites surprises. Voilà. Vous n'êtes pas un peu à l'étroit maintenant, parce que l'événement prend de l'ampleur chaque année. On pousse les murs. Ouais. On va bientôt venir dans votre jardin, je pense, Jean-Luc. Vous êtes welcome. Vous avez préparé la piscine, c'est bon? Mais non, mais c'est samedi. Mais Laurent, le côté pratico-pratique. Alors donc samedi prochain, je ne serai pas là. Voilà. Si vous serez là, mais vous irez après au garage. Mais non, c'est pas possible, ça finit à 12h. On lui réservera une place, je crois. Pourquoi vous faites ça comme une demi-journée? Et c'est le format qui convenait à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir encore la possibilité de partir en week-end. Sinon, c'est plus compliqué pour les gens de se libérer. Un grand événement comme ça, il faut prendre une journée complète quand même. Enfin, c'est possible. Maintenant qu'il a atteint une telle renommée et que ça devient un événement incontournable, on va être obligé d'y réfléchir. Vous avez raison. Pour l'année prochaine, comme ça, on viendra avec Laurence et je prendra une jolie Toto. Très bien. Eh ben tout va bien, on est sur Sud Radio. On parle Toto maintenant. Pardon, on parle auto. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci beaucoup. Et puis bon événement, les 3 heures du Garac, donc samedi 21 mai de 9h à 12h. Voilà, la 7e édition dans le 95, dans le 9.5. On a bien compris, 7e édition des 3 heures du Garac. Allez, dans quelques instants, quelle auto choisir? C'est évidemment la question que vous allez nous poser, enfin surtout à l'ami Jean-Luc, au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, ou vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien On parle auto dans l'objet, puis tout simplement vos coordonnées complètes et votre numéro de téléphone, bien sûr votre question, pour que l'on puisse vous rappeler. À tout de suite. Sud Radio, On parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, On parle auto. Quelle auto choisir? Et nous sommes arrivés dans le dernier quart d'heure, voire même les 10 dernières minutes avant de retrouver toute l'équipe du rugby de Sud Radio pour une après-midi dès 13h30 dédiée au rugby sur votre radio préférée. On accueille tout de suite Alexandre qui nous rejoint. Bon, on parle auto. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour à vous. Bonjour Comment Alexandre. Oui, bien, il fait beau, donc ça va. Bon, c'est top. Alors, votre question.
Voilà, bon, avec les augmentations de carburant, avec ma femme, on envisageait de peut-être investir dans une voiture électrique, mais comme on garde assez longtemps les voitures, par exemple sa Micra qu'on souhaiterait remplacer, ça fait 14 ans qu'on l'a, pour savoir si, si la Leaf, par exemple, pourrait être quelque chose qui pourrait nous faire, voilà, au moins 10 ans. Alors, la Leaf de quelle génération? Parce que ça va être une question de budget. Les Leaf première génération, alors on en trouve vraiment. Alors qu'est-ce que c'est déjà? Parce que Nissan Leaf. Ah, la Nissan. Mais si vous ne mettez pas le premier nom. Oui, c'est ça. C'est vrai quand on parle entre la Ligue connaisseurs d'improvisation de France, quoi. Voilà, la Nissan Leaf a été, alors on peut le dire, le premier véhicule 100% électrique conçu spécifiquement pour la traction électrique. C'est une voiture qui avait une plateforme qui avait été dès le départ conçue pour intégrer la batterie dans le soubassement. Voilà. Ok. Donc la première génération de Leaf est sortie, alors tiens, je me souviens même plus de la date, vous voyez, ça doit bien faire 12 ou 13 ans, ou peut-être même 15 ans, ça passe tellement vite, et avait une batterie d'une capacité assez réduite, ça devait être quoi? C'était aux alentours de 21 kWh, et en plus d'une technologie de batterie qui vieillissait assez mal. 2010. Voilà, j'étais pas trop loin. J'avais première génération de 2010. 2010. Donc elle a été élue voiture de l'année d'ailleurs à l'époque. Et donc c'est plutôt. Alors ceux qui en ont à vendre, ils vont dire ouais, il exagère. C'est plutôt à déconseiller parce que ces batteries-là supportaient assez mal la charge rapide et ont un vieillissement qui est assez prématuré. Voilà, la technologie. La chimie des batteries a changé depuis. Sur la deuxième génération de Nissan Leaf, on a ce qu'on appelle du NMC, nickel, manganèse, cobalt. Avant, c'était lithium-ion fer phosphate. Vous connaissez un assemblage. Moi, c'est plutôt chardonnay. C'est ça. C'est ça. Et donc, cette technologie-là, elle est plus stable, elle supporte mieux les charges rapides. Donc, quand on achète un véhicule d'occasion, il vaut mieux acheter une voiture avec une techno de batterie qu'on sait plus durable. Voilà. Et on trouve sur la deuxième génération de Leaf, on trouve des voitures aux alentours de 20 000 euros avec des kilométrages pas trop importants. Et c'est franchement. Alors bon, esthétiquement, je vous laisse seul juge. C'est pas tout à fait ma tasse de thé. On est deux. Voilà. Mais pour le reste, c'est la plus confortable de toutes les voitures électriques. D'accord. Voilà. Alors ça c'est dit. La Leaf 2, elle a un moteur qui fait 150 chevaux. Franchement. Ça marche bien. Elle a une batterie de 40 kWh, même si elle a un petit peu vieilli, ça vous permettra d'avoir une autonomie réelle entre 200 et 250 km. Ah, quand même. Donc voilà, vous pouvez faire alors bien choisir le modèle pour avoir l'option charge rapide. Ça, c'est important. Ok. Hein, mais non, c'est un véhicule extrêmement fréquentable. Dans les voitures électriques, étant donné le prix. Je vous dis aux alentours de 20 000 euros, c'est plutôt un bon choix. Ouais, c'est ce que j'avais vu. C'est vrai que ça a l'air plus grand qu'une Zoé. Moi, c'est beaucoup plus grand qu'une Zoé. Ça fait 4,49 m de long, une Leaf 2. Une Zoé, ça fait 4,08 m. C'est surtout la taille du coffre qui va être quand même beaucoup plus importante. Okay. Et c'est voiture électrique que vous voulez, quoi qu'il en soit? Eh bien, oui, c'est vrai que pour être tranquille du côté hausse des carburants au moins. Oui, vous allez. En plus, c'est agréable à conduire. Ça a la pêche. Mais c'est la deuxième voiture du foyer ou non? C'est ça, ouais. D'accord. Donc c'est pour les petits trajets autour de la maison. Donc quand on a besoin. Enfin, quoique 250 km, on peut quand même... Alors après, le seul petit bémol qu'il y a sur l'auto, c'est que le chargeur rapide, c'est un standard qu'on appelle CHAdeMO, qui est un standard japonais et qui a tendance à disparaître de plus en plus. Toutes les nouvelles bornes de charge ont adopté le standard qui a été normalisé en Europe et on n'a plus de CHAdeMO. Ça veut dire qu'il ne pourra pas se brancher ? C'est combo CCS. Ça veut dire qu'il y a des bornes qui font tri-standard, sur lesquels on a du CHAdeMO pour faire de la charge rapide, mais il y en a où il n'y en a pas. Donc avant chaque déplacement lointain, je ne sais pas si vous allez l'utiliser pour aller loin, il faudra déjà se renseigner sur quel standard propose les bornes de charge rapide pour éventuellement faire le plein en route. Et c'est quand même très compliqué tout ça. Ça a été très compliqué au départ, oui, mais c'était très compliqué parce que chacun a voulu faire sa sauce dans son coin et on sait que ça ne marche pas. Mais les Français aussi, Renault a voulu faire économiser de l'argent aux gens et au final ça nous coûte une fortune parce que ils ont privilégié de la charge semi-accélérée, ce qui est n'importe quoi. Et puis on avait un standard de prise qui était une prise de type 3 qui a été abandonné au profit de la type 2 non, mais européenne. vous vous rendez compte, Jean-Luc et Alexandre, vous avez une voiture, puis vous êtes obligé, avant de partir, de calculer
ou vous allez pouvoir en fonction de la prise. Bien sûr. Moi, je vais regarder ma thermique, moi je suis désolé. Non, mais maintenant, ça y est, c'est des problèmes qui sont réglés. Oui, mais toutes les voitures d'occasion, là. Par exemple. Non, mais une Leaf 2, c'est franchement très bien. Bon, maintenant, c'est pas une voiture avec laquelle on va faire du Lille-Marseille tous les jours. Non, non, c'est loin. Bon, mais Alexandre, on vous laisse faire. Mais vous allez voir, c'est super agréable à conduire. Si on monte dedans en fermant les yeux, on la trouve vachement bien, cette voiture. Non, c'est juste parce que vous n'êtes pas fan de la forme. Non, je suis pas fan. Non. Voilà, de sa ligne, mais en même temps, elle a un côté un peu marrant. Bon, on vous embrasse, Alexandre. Merci à vous. Bonne journée, Alexandre. Au revoir. Merci. Tiens, en parlant d'un petit côté un peu marrant avant les brefs de la semaine, c'est la bouille de votre Austin. Avec la... Ah ouais, avec ses petits yeux de grenouille. Son vrai nom, c'est la Sprite Mark 1. Voilà, donc c'est le lutin. En anglais, la Sprite. Et puis on l'appelle Frog Eye en fait. Pourquoi on l'appelle Frog Eye, les yeux de grenouille? Simplement parce qu'elle a les deux phares qui sont posés au-dessus du capot. Ça lui fait une bouille de batracien. Et la raison, c'est les économies. Parce qu'au départ, cette voiture elle devait avoir des feux rétractables. Et puis ça coûtait trop cher. Donc comme c'était une voiture low cost, eh bien on a décidé que les phares ils rentreraient pas, donc ils resteraient proéminents sur le capot. Et c'est ce qui fait tout le charme de la voiture. Elle est craquante. Hein. La vôtre, elle a un bleu clair magnifique. Oui, vous l'avez appelé Baby Blue. Vous allez tout savoir sur l'ami Jean-Luc. Il a fait faire une petite plaque avec le drapeau anglais et c'est marqué Baby Blue pour sa voiture. Sur sa voiture, j'adore. Non, mais c'est vrai qu'elle déclenche la sympathie parce que déjà elle a une bouille souriante, elle est rigolote, c'est une petite voiture. Le petit moteur. Alors, 100 chevaux d'origine, normalement c'est un 1000 cm3, c'est un 1100. Là, il doit faire 55 chevaux, mais c'est une voiture qui pèse un petit peu plus de 500 kg, donc c'est un karting en fait. Elle est vraiment jolie. Bon, allez, on finit par les brèves de la semaine, avec l'actu dans On parle auto. Sud Radio, On parle auto. La fin des véhicules thermiques est bien programmée pour 2035. Cette semaine, la Commission de l'environnement du Parlement européen a voté le maintien de la baisse des émissions de CO2 des véhicules de 55% en 2030 et surtout la fin des véhicules thermiques en 2035. En clair, ça signifie qu'à cette date, vous ne pourrez plus acheter de véhicules neufs disposant d'un moteur à combustion interne, ce qui inclut les véhicules hybrides. S'il semble de plus en plus important de se passer des énergies fossiles, on se demande en revanche comment le marché pourra totalement se passer de moteurs thermiques, surtout comme s'il annonce Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, l'industrie automobile, risque de faire face dans les années à venir à une pénurie de batteries. Ouais, ça va être un peu tendu. Toyota, premier constructeur mondial, voit l'avenir avec pessimisme. Malgré un bénéfice record de 20,7 milliards d'euros l'an passé, le géant japonais, premier constructeur mondial, a livré mercredi des prévisions prudentes sur son prochain exercice. La hausse des prix des matières premières, la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid ou la pénurie de semi-conducteurs vont, selon lui, encore avoir un impact très fort sur la production automobile mondiale. Un scepticisme à tempérer tout de même, puisque le groupe compte écouler 10,7 millions de véhicules sur le nouvel exercice. C'est 300 000 de plus qu'en 2021-2022. Oui, donc ça va. On va pas non c'est plus... des Japonais. Ils ont souvent de l'excès de prudence. Oui, nous, on a de l'excès d'optimisme et eux, ils ont de l'excès de prudence. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est d'être optimiste également pour tous les matchs de rugby qui vont se dérouler cet après-midi, puisque vous allez pouvoir suivre sur Sud Radio avec toute l'équipe de Sud Radio Rugby une après-midi assez incroyable. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. On se voit la semaine prochaine, Dame Laurence. Avec bonheur. Va falloir attendre 7 jours. Oh là là, c'est dur. Allez, bon week-end à tous. Profitez de tout ce que vous aimez.